t'es invité, non? Ah oui, moi je suis invité. Il fallait passer par la partie invitée. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette session sur renforcer l'autonomie stratégique européenne. D'abord pour les propos introductifs, Lionel Fontanier du Cercle des économistes va faire une courte introduction avant que nous commencions la session avec nos panélistes. Voilà, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, on va parler d'autonomie stratégique européenne et comment la renforcer ce matin avec notre panel. Je vous rappelle que le terme officiel, c'est d'ailleurs autonomie stratégique ouverte à Bruxelles. Donc c'est quand même l'idée qu'on n'est pas en train de mettre en place un protectionnisme, mais que l'on souhaite rester ouvert, mais que l'Europe, contrairement à ce qui lui a été reproché pendant longtemps, probablement de façon exagérée, n'est plus l'idiot du village, et donc considère qu'il y a des sujets d'autonomie qui se posent. Alors pour introduire cette session, je vais commencer par repositionner le débat en réfléchissant sur cette notion de dépendance qui est effectivement ce qui a amené à l'idée qu'il fallait s'en affranchir et aller vers plus d'autonomie. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que pendant des décennies, on a vécu et on a cru que les bénéfices de l'interdépendance économique allaient durer. Et donc, pour faire vite, la globalisation, le fractionnement des chaînes de valeur ont entraîné des gains importants pour les entreprises, pour les consommateurs, qui ont beaucoup bénéficié à l'Europe, qui est une économie très ouverte. Or, aujourd'hui, cette interdépendance s'est transformée en dépendance. Et ceci est particulièrement problématique dans un contexte de conflictualisation du commerce, dans un contexte où le commerce international devient un enjeu de géopolitique et où des barrières aux échanges de type divers peuvent être mises en place pour obtenir des concessions dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le commerce international. Donc, quelle est l'origine de ces dépendances? Eh bien, il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans la salle. Ce qui s'est passé, c'est que la plupart des entreprises ont fait optimalement le choix microéconomique de faire leur sourcing, leurs approvisionnements, là où c'était moins cher, de meilleure qualité et disponible dans des délais très très brefs. Et le point est que dans chaque secteur, au fond, tout le monde a fait les mêmes choix. Et on sait bien quel est le pays qui a été choisi très souvent pour faire ce sourcing. Et ça crée une externalité. Si tout le monde fait le même choix, ça crée la dépendance. Et cette dépendance peut être instrumentalisée par le pays dont on est dépendant. Par ailleurs, et ceci est un problème de fragilité des chaînes de valeur internationales, il y a un problème d'action collective au sens où chaque entreprise, au fond, a compté sur les efforts de résilience de ses propres fournisseurs, sans s'interroger suffisamment sur le fait que son fournisseur lui-même pouvait être dépendant d'un fournisseur, etc. Donc on a des effets en cascade lorsqu'il y a un choc sur un nœud de la chaîne de valeur. C'est ça l'origine des dépendances. Alors quelle est la conséquence? Eh bien, je viens de le dire, c'est évidemment la fragilisation des chaînes de valeur et le fait que des chocs localisés, microéconomiques, peuvent se transmettre dans toute la chaîne de valeur par des effets en cascade et des effets de boule de neige. Donc on en parlait pendant la préparation il y a 5 minutes. On a eu des signaux d'alerte qui n'ont peut-être pas été suffisamment écoutés. Moi, je citais la catastrophe de Fukushima, je citais les inondations en Thaïlande, évidemment la pandémie du Covid plus proche de nous, mais il y a eu d'autres, dans d'autres domaines que le commerce international, dans le domaine des paiements internationaux par exemple, comme Pervenche Pérez le disait tout à l'heure, il y a eu aussi des alertes, et ces alertes n'ont pas été suffisamment prises au sérieux d'une certaine façon. Donc on est dans une situation, puisque je suis économiste, je parle comme un économiste, où
il y a en quelque sorte une défaillance de marché. Et quand il y a une défaillance de marché, les économistes considèrent que c'est une justification pour une action correctrice de la main visible de l'État, comme on dit. Voilà, donc une action publique pour corriger cette défaillance du marché. Alors, le problème, c'est que l'État n'a pas forcément l'information, n'a pas toute l'information, et donc a besoin de faire remonter un diagnostic détaillé sur ce que sont ces dépendances. Et pour le faire, généralement, on utilise des données de commerce international très détaillées, ce qui veut déjà dire qu'on oublie une partie de l'histoire qui est la partie qui ne passe pas par le commerce international, mais qui correspond plus aux services. Et donc on regarde, par exemple, la concentration des importations de la France ou des importations de l'Europe pour un produit. Et on utilise quelque chose qui s'appelle l'indice d'Herfindahl. Et cet indice d'Herfindahl, c'est juste la somme des parts de marché au carré des différents fournisseurs. Et évidemment, au-dessus d'un certain seuil, cet indice nous dit qu'il commence à y avoir danger. Et le seuil qui est retenu, je vous le donne sans vouloir rentrer trop dans les détails parce que ça permet de caler les idées, c'est le seuil qui est retenu par exemple par la DG Gros, la DG Marché Intérieur à Bruxelles, c'est 0,4. Alors qu'est-ce que ça veut dire 0,4 pour un indice tel que celui que je viens de décrire? En réalité, ça correspond, si on prend l'inverse de cet indice, au nombre de fournisseurs de taille équivalente dont vous disposez. Et donc 0,4, si vous prenez l'inverse de 0,4, ça fait 2,5. Donc 2,5, c'est le nombre de fournisseurs, donc entre 2 et 3. À Bruxelles, on considère que quand pour un produit donné, on n'a que 2 à 3 fournisseurs, eh bien, le danger commence. Donc on identifie les produits comme ça. L'autre point qui est très important, c'est aussi ce qu'on appelle, parce que les économistes aiment bien utiliser des mots anglais, le stickiness. Donc l'idée que si une relation B2B est cassée, si la relation de fourniture est cassée pour une raison quelconque, eh bien ça peut être plus difficile dans certains secteurs ou pour certains produits, pour certains services, de renouer une nouvelle relation B2B. Et ça, c'est des choses qu'on peut mesurer avec des données microéconomiques et qui s'ajoutent aux questions de dépendance. Donc ça, c'est ce qui est fait habituellement. Ça a été fait par la Commission européenne, ça a été fait par le Trésor en France, ça a été fait par le Conseil d'analyse économique en France, ça a été fait par le CESIFO en Allemagne, etc., etc. Mais quand on fait ça, en réalité, on ne traite qu'une partie du sujet, c'est ça que je vais dire simplement pour terminer, puisque ce qui est important, c'est aussi de réfléchir aux dépendances qui vont arriver. Et je pense qu'on va les évoquer dans la table ronde, parce que certaines sont en train d'arriver et d'autres sont devant nous. Et comment sait-on les dépendances qui sont devant nous? Eh bien, en regardant les trajectoires technologiques. Comment fait-on? Ce n'est pas très compliqué d'une certaine façon. Il suffit, entre guillemets, de reprendre l'univers des brevets, l'univers des citations des brevets, et de regarder la centralité des brevets, et de regarder qui cite qui. Et donc, quand vous faites ça, vous voyez que la France, même si, par exemple, la Chine progresse beaucoup dans les brevets, vous voyez que la France garde quand même relativement son rang en Europe en matière de brevets. Mais par contre, en termes de citation des brevets français, ça tombe à pic. C'est-à-dire on fait beaucoup de brevets, mais ils sont de moins en moins cités. Donc ça, c'est pas très, très bon du tout. On peut, sur la base de ce que je viens de dire, ensuite apparier les deux approches, c'est-à-dire avec une approche probabilistique, voir quels sont les brevets dont on a besoin dans la chaîne de valeur pour un produit donné, et voir, dans l'autre sens, comment les choses fonctionnent aussi. Et à ce moment-là, on peut définir un seuil de criticité, on a une distribution de criticité, et on prend le décile supérieur, les 10% les plus élevés en termes de criticité technologique. Donc ça, c'est nos dépendances de demain. Et si je compare les dépendances de demain avec les dépendances d'aujourd'hui, celles qui sont sur l'écran radar des politiques économiques, eh bien, c'est très différent. En réalité, vous n'avez que 2% des dépendances de demain qui sont sur le radar des politiques économiques tel qu'il existe aujourd'hui. Ça veut dire que tout est dans la technologie, tout est devant nous, et on a vraiment un mur qui arrive, qui est un mur technologique, et je pense que cette table ronde va poser comme une question importante, comment renforcer l'autonomie européenne, la question de la technologie, ce qui a été évoqué dans d'autres panels, mais je pense que c'est vraiment un sujet très très important. Voilà, donc nos panélistes, j'espère, répondront dans cette direction à cette question. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup Lionel pour cette introduction. Je me présente, Charlotte Reed, je suis correspondante pour la France pour la chaîne financière américaine CNBC. Donc la question de l'autonomie stratégique, c'est une expression il y a 10 ans, on n'en avait pas entendu parler. Maintenant, elle est absolument partout. Ça renvoie historiquement plutôt aux questions de défense, mais de plus en plus ça s'étend à d'autres domaines, que ce soit la santé, l'énergie et évidemment le numérique. Et aujourd'hui, l'Europe donc cherche à réduire ses dépendances extérieures qui ont été évidemment mises en évidence, comme Lionel en a parlé, par des chocs extérieurs comme la pandémie du Covid, la guerre en Ukraine, les guerres commerciales avec les présidentes Trump et plus récemment la guerre en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz. Donc on sait maintenant que ça fait partie de la souveraineté, que si l'Europe veut être entendue et si elle veut être prise au sérieux sur les grands débats de demain, si elle veut pouvoir imposer sa vision sur les grands thèmes comme l'intelligence artificielle, elle doit être compétitive et plus indépendante. Donc, nous avons ici 3 experts qui vont pouvoir nous donner leur vision. D'abord, je vais les présenter. Katharina Kresal, Managing Partner spécialiste en droit des sociétés et droit commercial chez Andersen, présidente et fondatrice du Centre européen de résolution des litiges, qui est un institut privé à but non lucratif, et ancienne ministre de l'Intérieur de la Slovénie. Ensuite, Pascal Imbert, PDG à Wavestone, un cabinet de conseil qui a pour mission d'accompagner les entreprises et organisations dans leur transformation stratégique. Et ensuite, Pervenche Berès, président de l'association Europe Finance Régulation depuis sa création en 2021, qui a aussi été députée européenne pendant 25 ans et notamment présidé la Commission des affaires économiques et monétaires. Donc d'abord, posons le décor. On sait qu'il y a une bataille stratégique intense entre les géants que sont la Chine et les États-Unis. Est-ce que l'Europe, déjà avant de parler de stratégie autonomique, est-ce que l'Europe est encore dans la course? Avant qu'on parle de solutions et de ce qu'il faut essayer de trouver, des problèmes, est-ce que l'Europe est encore dans la course? Katharina, si vous voulez commencer. Thank you, Charlotte, for this great... Merci Charlotte pour cette introduction très intéressante. Oui, nous sommes toujours dans la course, bien sûr. On ne peut rien dire d'autre. Je pense que c'est un coup de pied qu'on a reçu des États-Unis et tout ce qui s'en est suivi. C'est la meilleure chose qui aurait pu arriver à l'Europe, puisque nous étions complaisants depuis plusieurs décennies. Nous étions très autosuffisants et contents de nous. Nous étions une belle une beauté dormeuse. Nous pensions que l'avenir allait être comme le présent. Lorsqu'on pense comme ça, on a toujours un problème après. Et en fait, c'est une bonne chose. Donc, quelque chose de mauvais s'est passé et l'Europe commence à réfléchir à son positionnement dans le monde, puisque vous ne pouvez pas avoir un partenariat si vous n'êtes pas un partenaire qui dispose de la même force, de la même valeur. Si vous n'avez pas quelque chose dont l'autre partenaire a besoin, si vous n'avez pas cela, vous n'avez qu'une relation. Et nous savons qu'une relation peut être abusive, peut être difficile, peut être sur un autre contexte entièrement. Mais donc je pense que c'était une bonne chose en fait. Lors de ce forum, j'ai entendu beaucoup parler des pratiques de prédation des États-Unis et de la Chine. L'erreur consisterait à dire que maintenant, on doit être vraiment indépendant de tout le monde. On doit être autonome complètement et on doit fermer. L'autonomie stratégique ne doit pas être une déclaration d'indépendance des États-Unis ou quiconque d'autre. En fait, c'est plutôt comme une politique d'assurance qui va nous permettre de décider si on veut être dans une relation ou dans une alliance ou nous sommes obligés d'être dans une alliance. C'est vraiment le meilleur moment pour commencer à réfléchir. La question dans ce domaine, c'est très important, c'est jusqu'où est-ce qu'on veut aller. On pourrait aller peut-être trop loin. Donc, il faut réfléchir à avoir une démarche très ouverte. L'Europe a besoin d'ouverture. Nous dépendons d'autres marchés. Donc, ce qu'on devrait faire à l'avenir, au niveau de notre stratégie, c'est de définir quel type d'ouverture peut être bénéfique.
les partenariats bilatéraux d'autres. On peut être ouvert dans certains domaines sans que cela soit dangereux. Ensuite, il y a des industries ou des produits où on doit disposer d'alternatives. Si on verrouille tout, cela peut être un problème. Il y a des produits ou des industries, on ne peut pas être dépendant d'autres. Charlotte en a parlé au début. On a besoin d'avoir nos propres capacités. Donc, disons que il faut avoir une résilience bien pensée et bien conçue. C'est de cela que nous avons besoin. Lorsqu'on fait cela, je pense qu'on devrait passer d'une démarche stratégique au lieu de réfléchir de façon stratégique, il faut agir de façon stratégique. L'Europe est très fort régulée, mais moins fort pour réaliser des choses et pour obtenir des résultats. Donc c'est quelque chose qu'on devrait prendre en compte lorsqu'on parle de l'autonomie. Cela existe, on travaille là-dessus. On a entendu des personnes concernées dire que la Commission européenne, enfin, est en train de travailler là-dessus. Et enfin, j'aimerais dire que j'étais très heureux d'entendre M. Costa qui disait qu'ils vont essayer d'effectuer cette transformation dans moins de 2 ans. Donc c'est très bien. En fait, cela va avoir lieu parce que tous les États membres savent que c'est maintenant, il faut soit agir ou mourir. Donc je pense qu'on va tous vivre. Pascal, vous voulez ajouter quelque chose? Transformation des entreprises et le levier de transformation absolument critique depuis une décennie, c'est la technologie, c'est le numérique. Le numérique est devenu l'enjeu de compétitivité numéro 1 pour les entreprises de manière transverse sur tous les secteurs d'activité. Il y en a d'autres, secteur par secteur, mais il y a un enjeu transverse qui est le numérique. Et dans le domaine du numérique, non. Ça y est, l'Europe n'est plus dans la course, ou en tout cas elle est distancée. Elle est distancée et c'est venu progressivement, c'est venu par le fait qu'il y a des technologies, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, qui sont développées de manière plus efficiente sur des marchés plus larges. Une des caractéristiques de la technologie numérique, c'est que les effets d'échelle sont fondamentaux et ce sont des industries très capitalistiques qui nécessitent beaucoup de R&D et donc la capacité à passer à l'échelle est un avantage compétitif qui a conduit en particulier les acteurs anglo-saxons du cloud, du logiciel et aujourd'hui de l'intelligence artificielle à prendre l'avantage. Et petit à petit, cette dépendance technologique rationnelle, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, devient un enjeu économique de premier plan et un enjeu stratégique. Ça devient, tout d'abord, on est dans une situation de dépendance extrême, et j'aurais juste cité un chiffre qui vient d'Asterès dans le cadre d'une étude qui a été faite pour le SIGREF, sur les technologies fondamentales qui transforment les entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire les technologies que je vais appeler cloud et logiciel. 83% des dépenses des entreprises en Europe sur ces technologies sont réalisés au profit d'acteurs anglo-saxons, d'acteurs américains. Donc, aucun doute, la situation de dépendance est totale. Et ça devient un problème économique de premier plan parce que petit à petit, ces technologies prennent une part de plus en plus importante dans la valeur ajoutée des entreprises. Et donc, selon la même étude, le développement finalement de l'utilisation de ces technologies outre-Atlantique amène à capter 265 milliards d'euros au niveau européen au profit des acteurs américains. Ça représente à peu près 1,9 million d'emplois qui sont générés aux États-Unis par finalement les dépenses qui sont réalisées par des entreprises européennes dans le domaine du numérique. Et c'est un problème donc macroéconomique pour l'Europe, mais c'est aussi petit à petit en train de devenir un problème microéconomique au niveau des entreprises, parce que maintenant c'est 2,2% du chiffre d'affaires des entreprises européennes qui est concerné par ces dépenses cloud et logiciels. Et donc on ne peut plus l'ignorer dans un environnement dans lequel le numérique prend une part de plus en plus importante. Le numérique est un secteur dans lequel les acteurs dominants sont hyper concentrés, ce qui leur donne un pricing power dont ils se servent et qui petit à petit amène à cette captation de valeur gigantesque. Et par ailleurs, ça ne fait que commencer parce que l'intelligence artificielle
va accélérer la progression des dépenses dans le cloud et dans le logiciel. Et enfin, ça devient un enjeu, au-delà d'un enjeu économique, ça devient un enjeu stratégique, puisque la technologie, le numérique, ça devient un levier de puissance. Ça devient un levier de puissance qui permet à certains moments de servir de monnaie d'échange dans le cadre de discussions entre les blocs. Et le concept du kill switch qui était apparu il y a quelques mois n'a pas tardé à se matérialiser. Vous savez tous que l'administration américaine a décidé de restreindre l'accès à certaines technologies, non pas pour des raisons militaires et de défense, tout simplement, ce qui se cache derrière, ce sont des raisons, des enjeux très économiques et une monnaie d'échange pour arriver à monnayer cette situation de domination technologique qui s'est progressivement construite. Donc il faut échapper à cet étau, mais ça je pense qu'on en parlera dans la suite de cette table ronde. Merci. Et pour vous, Pervenche Berès, pour vous, la question du cloud est la question absolument fondamentale quand on parle de stratégie autonomique européenne. Oui, mais j'avais envie de répondre à votre précédente question. Est-ce que l'Europe est dans le jeu, autour de 3 éléments. Le premier, c'est qu'il faut faire attention à ne pas avoir de vérité rétrospective. Nous avons été les acteurs de la mondialisation heureuse. Et cette mondialisation heureuse a eu des effets collatéraux qui aujourd'hui prennent le dessus. C'est le moment historique dans lequel on est. Et d'où le titre de cette session de Aix, sommes-nous dans un monde sans repères? Et c'est par rapport à ça qu'il faut se situer. Et là-dedans, l'Union européenne, elle est bousculée dans ce qui était son récit sur 2 plans. D'abord parce que quand on a commencé à parler autonomie stratégique à l'échelle européenne, c'était sur des sujets de défense en 2013. Et puis, il y a un débat qui s'est approfondi, qui fait que certains ont voulu introduire le mot souveraineté. C'était un gros mot, c'est dans la Constitution française, c'est pas dans le traité de l'Union européenne. Et donc, on a fait un tour de passe-passe avec le soutien du responsable des affaires étrangères, Josep Borrell, en parlant d'autonomie stratégique. Certains ont voulu rajouter autonomie stratégique ouverte. Certes, on a fait un compromis européen et c'est là où on en est. Mais cette autonomie stratégique n'a de sens que, et vous avez mentionné le sujet du cloud, que si l'on déborde du sujet de la défense et où on en vient à cette articulation tout à fait nouvelle, qui est que ces sujets, on en parlait dans le domaine de la défense, et aujourd'hui, le point de départ, c'est la technologie. Il n'y a pas de souveraineté ou d'autonomie stratégique en matière de défense s'il n'y a pas de maîtrise totale, complète, autonome, stratégique des enjeux de technologie. Donc ça, c'est la première rupture totale des points de repère. Et la seconde, c'est le mode de production. Car pendant très longtemps, prenons le secteur de l'automobile, prenons la finance, les banques. La banque, la banque c'est un service, c'est pas une industrie, mais c'est pas grave. Prenons la banque, prenons l'automobile, c'était les producteurs. C'était la valeur ajoutée absolue de la chaîne de production. Et aujourd'hui, cette chaîne de production, de création de valeur, est totalement inversée. Vous prenez l'automobile, qu'est-ce qui est plus important? L'automobile, la distribution en ligne, les batteries, l'électronique importée dans la voiture, l'IA demain pour les voitures autonomes. Et dans la banque, c'est pareil, les plateformes, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que... Non, j'ai fait déjà les 2 points. La définition entre autonomie stratégique et souveraineté, moi je préfère parler de souveraineté parce que c'est le sujet chapeau. L'autonomie stratégique, c'est un sous-ensemble. Deuxième point, les 2 nouveaux points de repère. Et le troisième point, c'est les signaux d'alerte. Lionel Fontagné en a déjà dit un mot. Parfois en Europe, on est dur d'oreille. Tout le monde aujourd'hui parle du juge Guyot. Bon, il y a 24 ans, au lendemain de la chute des tours jumelles, une société de droit privé belge, Swift, s'est vue saisir toutes ces données de son site miroir à New York au nom de la lutte contre le terrorisme.
et les autorités américaines ont mis la main non pas uniquement sur les transactions financières entre des citoyens américains et des citoyens originaires du Moyen-Orient, mais toutes les transactions intra-européennes. Et si ce n'était pas déjà un signal d'alerte, alors depuis on a eu quelques corps de rappel, effectivement, Guyot, Mythos, le Groenland, qui nous dit qu'il faut y aller. Alors, on va peut-être y revenir après, mais pourquoi est-ce que je parle du cloud? Parce que si on considère que cette autonomie stratégique, qui est indispensable à notre souveraineté, dépend de notre maîtrise technologique, on parle de l'IA, d'accord, mais il n'y a pas d'IA s'il n'y a pas de cloud. Et le cloud, aujourd'hui, est un enjeu absolument critique, sur lequel notre dépendance est trop grande. Et moi, je ne veux pas que l'Europe sorte de ce jeu-là. C'est la bataille qui est devant nous, on aura peut-être l'occasion de redévelopper. Merci beaucoup. Sur l'IA, puisqu'on sait que c'est l'innovation qui va vraiment tout changer dans les années qui viennent. Il y a quelques années, on a eu le rapport Draghi sur financer, rendre les économies européennes compétitives et aider à l'innovation, puisque c'est ça qui nous positionne pour l'avenir. Un des problèmes fondamentaux, et on entend parler toujours des Capital Markets Union, de Single Market, tout ça en Europe, donc le diagnostic a été posé. Une des questions fondamentales de ça, c'est de débloquer l'épargne. Il y a beaucoup d'argent en Europe, mais il dort. Et donc il y a une question culturelle aussi, que par exemple aux États-Unis, les gens vont dépenser leur épargne, acheter des actions, investir, etc. D'un point de vue culturel, en Europe, à quel point c'est fondamental ce changement-là et cette idée de faire travailler l'épargne pour financer l'innovation? Peut-être Pascal, c'est une question que vous voulez aborder. Oui, alors c'est fondamental parce qu'effectivement, on a besoin de reprendre la main avant tout par une politique industrielle qui fait émerger des champions. Et les conditions, finalement, pour faire émerger ces champions européens, elles sont réunies. Le monde économique n'attend que ça. D'ores et déjà, le monde économique se met en mouvement. Wavestone a fait avec le MEDEF une étude auprès de 500 décideurs français. Plus de la moitié considèrent que c'est un enjeu critique pour le futur et 48% sont déjà en train de se mettre en mouvement pour essayer de trouver des alternatives européennes. Mais le premier frein, c'est ce manque d'alternatives européennes. Et donc la première difficulté n'est pas une difficulté de coût, ce n'est pas une difficulté d'exécution, c'est la perception du fait qu'il n'y a pas d'alternative européenne, ce qui est souvent vrai. Donc il faut faire émerger des champions européens. Et pour faire émerger des champions européens, il faut du savoir-faire, il faut un écosystème d'innovation. Et ça, on a ce qu'il faut. D'ailleurs, dans la Silicon Valley, le nombre d'Européens qui sont impliqués dans les développements fulgurants des hyperscalers montre qu'il y a tout à fait le savoir-faire qu'il faut en France. Il y a également, en Europe, pardon. Et il y a également une culture de l'innovation, de la création de la start-up qui s'est développée de manière très très efficace en Europe. Par contre, le passage à l'échelle n'existe pas en Europe, il n'existe pas à cause de ce manque de financement de l'innovation. Et donc, d'une manière ou d'une autre, oui, il faut qu'on arrive à régler ce sujet. Et je ne pense pas que ce soit un sujet culturel. Je pense que c'est avant tout la capacité à, petit à petit, montrer la voie sur des moyens efficaces de mobiliser cet argent pour créer des champions. Parce que l'épargne aujourd'hui des Européens est certes dirigée vers des produits sans risque, mais c'est ignorer le fait qu'il y a une bonne partie de cette épargne qui est également mobilisée pour financer, comme on le disait tout à l'heure, de la technologie, de l'innovation outre-Atlantique. Donc si on crée les moyens en Europe, à travers l'union des marchés de capitaux dont on parle depuis si longtemps, on verrait un développement vertueux d'une économie de passage à l'échelle de ces nouveaux industriels, ces industriels liés de l'innovation, qui amèneraient des rendements et qui attireraient les capitaux européens. Le développement du private equity en Europe est une réalité. Donc ça montre que tous les ingrédients sont là. Mais je voudrais juste terminer par le fait que c'est fondamental d'arriver à créer ces moyens de financement et à créer les conditions
du fait que les Européens puissent investir leur épargne dans le financement de ces champions industriels. Mais il y a une autre chose qui est tout aussi fondamentale et dont on ne parle pas assez, c'est qu'il faut continuer à construire le marché unique. Le marché unique existe, mais ce n'est pas un marché unique suffisamment homogène pour qu'il permette du passage à l'échelle, comme ça peut se passer en Chine ou aux États-Unis. Et donc, c'est un travail de quelques décennies. C'est sûr que c'est un travail de longue haleine, mais par contre, le fait de faire des mouvements, c'est quelque chose qui, à très court terme, peut déjà changer le différentiel de conditions positives permettant ce passage à l'échelle pour les acteurs européens. Katharina, I think you wanted, vous vouliez... Yeah, just that's really interesting. Oui, c'est très intéressant, je suis tout à fait d'accord. Si vous le souhaitez, alors pour avoir l'autonomie vis-à-vis de l'extérieur, il faut d'abord achever son intégration en interne et on ne l'a pas fini en Europe. En Europe, ce qui est très important, c'est de renforcer le marché unique, de l'approfondir, de faire en sorte qu'il soit possible de passer à l'échelle supérieure. Mais il y a un autre point qui est essentiel. Il en va de même pour les investissements directs à l'étranger ou tout type d'investissement. Moi, je le vois au quotidien parce que je suis dans une entreprise internationale basée aux États-Unis. C'est un immense problème dès qu'on veut mener à bien un projet avec des investissements directs étrangers, mettre en place de nouveaux processus industriels parce que on se retrouve face à 27 réglementations différentes, 27 cultures, 27 approches différentes, peut-être pas 27 langues, mais beaucoup de langues différentes. Donc cette désintégration est compliquée et l'intégration c'est essentiel. L'intégration notamment des réglementations aussi. On nous l'a dit déjà, on a parlé de ce problème. On essaye donc de mettre en place nos propres plateformes, nos propres fondations, mais en tout cas, les règles commerciales devraient être davantage unifiées. Parce qu'on se retrouve face à un système à deux vitesses, deux systèmes différents, le système anglo-saxon dans certaines régions, et puis dans d'autres régions, c'est plutôt franco-italien, et dans d'autres plutôt autrichien, allemand. Ce sont des approches différentes. Beaucoup de grands investissements viennent des États-Unis et d'autres pays anglophones. Et puis, en fin de compte, ils nous ont imposé leurs propres contrats, leur propre façon de commercer. Par exemple, les contrats de fusion-acquisition, en fait, maintenant, quand on les regarde, ils sont inspirés du droit américain. Ça pourrait davantage venir du Royaume-Uni. Bon, malheureusement, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Mais en tout cas, on nous a finalement imposé les formats juridiques et les approches financières des États-Unis qui ne nous sont pas propres. Donc forcément, dès qu'il y a un problème, les entreprises européennes se retrouvent en mauvaise posture. Permettre donc des projets transfrontaliers, permettre le passage à l'échelle supérieure de part et d'autre des frontières, c'est essentiel. Pouvoir prendre des décisions plus rapidement, notamment des décisions administratives aussi, parce que là aussi, il y a un écart énorme entre les pays et cela entrave beaucoup d'investissements structurels. Et tout ça, c'est essentiel pour assurer notre autonomie. Si je peux rebondir très rapidement là-dessus, Wavestone, c'est une boîte qui se développe à l'international. Et on se développe en Europe, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Et il n'est pas plus difficile pour Wavestone de se développer aux États-Unis que de se développer en Allemagne. Parce que sur le plan juridique, fiscal, social, les différences sont tout aussi importantes entre les deux géographies. C'est quand même dramatique. Ça me coûte aussi cher de scaler, de développer mon business en Allemagne que de le développer aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ça? Alors moi, je voudrais remettre les choses dans l'ordre. Pourquoi est-ce que l'argent des Européens est investi par leurs intermédiaires aux États-Unis? Parce que le mandat d'un intermédiaire financier, c'est d'apporter la meilleure rentabilité à l'épargne qui lui est confiée. Et que ceci se passe sur un marché intérieur intégré, qui est le marché américain. Donc, si on veut renverser la vapeur, il faut mettre en œuvre le rapport Draghi, combiné, conjugué, articulé avec le rapport l'État. Et il y a des bons signes qu'il faut sortir de cette réunion aujourd'hui.
l'Union européenne a redéfini, en renouant avec la méthode Delors, un paquet qui s'appelle One Europe, One Market. Parce que ça fait depuis l'acte unique européen que, soi-disant, on est en train de faire un marché intérieur. Il y a juste, alors peut-être que ça fait partie de vos 2% qu'on ne voyait pas dans les brevets qui allaient venir, mais il y a 3 sujets qu'on avait laissés de côté, qui sont juste les 3 sujets qui, je ne sais pas, dans les marais, les sables mouvants, sont devenus les sujets majeurs. L'énergie, les télécoms, donc tout ce qui embarque l'IA et les nouvelles technologies, et la finance. Cherchez l'erreur. Donc, votre problème, il vient de là. Donc, c'est ce problème-là qu'il faut qu'on résolve en priorité. Et la question de l'énergie, elle, évidemment, enfin, les 3 se tiennent, vous le voyez bien, parce que si vous voulez faire des data centers et des clouds et des machins et tout, si vous n'avez pas d'énergie, forget about it. Donc, ça, c'est le premier point, l'arc-boutant. Pour le faire, il y a une bonne nouvelle aussi. Je vais être madame optimiste, bonne nouvelle. Non seulement les chefs d'État et de gouvernement ont défini un objectif One Market, One Europe, One Market, ce qui veut dire qu'on adopte un principe de scale and de speed, de vitesse et d'échelle, qu'on rattrape en quelques années le retard qu'on a accumulé depuis tant d'années. La deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression, j'espère ne pas me tromper, que cette fois-ci, sur cette fameuse union des marchés des capitaux dont vous parlez, qui s'appelle maintenant l'union de l'épargne et de l'investissement, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on disait « Ah, il faut faire un marché, machin, machin. Ah, il faut augmenter la supervision, etc. » Et là, c'est pensé comme un paquet global d'intégration et de supervision en même temps. Avec cette idée que si, plutôt que d'avoir 27 superviseurs, vous en avez un, ça peut peut-être faciliter l'intégration et vice-versa. Une dynamique, une espèce d'échelle de perroquet positive entre les deux. Et ça, j'espère qu'on va y arriver parce que c'est absolument stratégique pour faire ce marché intérieur des services financiers. La troisième chose, et on en a un peu parlé hier dans une des conférences, c'est ce qu'on appelle le safe asset. C'est là où Mario Draghi, avec son sens de la diplomatie et de la mesure, a mis les pieds dans le plat. Et ça a un peu fâché certains chefs d'État et de gouvernement, mais ce n'est pas une raison pour ne pas aller essayer de l'aider pour réouvrir le sujet. Le safe asset, qu'est-ce que c'est? C'est une capacité d'emprunt commun, c'est une obligation souveraine européenne. Et quand on voit les défis, alors vous vous souvenez, en plus, il avait fixé un objectif en termes d'investissement à 800 milliards, quand il a rajouté les enjeux en termes de défense, maintenant il a révisé, il a 1200 milliards de besoins d'investissement. Donc, on a besoin de ce safe asset, donc cette capacité d'emprunt commun. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous reliez les 2 points que je viens de mentionner, eh bien, on a besoin de quelque chose qui, ici, devrait être assez populaire. C'est un bon partenariat public-privé. On a besoin, et ça se traduit par mon dernier point, qui est qu'on a besoin de la commande publique. Si on veut réussir le défi du cloud, moi j'ai un rêve. Je ne sais pas s'il y a des banquiers centraux dans la salle. Il y en a un qui va parler tout à l'heure, mais je ne lui ai pas encore dit. J'ai un rêve, c'est que la Banque centrale européenne syndique autour d'elle toutes les banques qu'elle supervise dans le cadre du mécanisme unique de supervision pour aller faire une commande d'un cloud souverain. Parce qu'à ce moment-là, vous avez l'échelle et vous avez la dynamique d'un bon partenariat public-privé pour aller sur un sujet juste stratégique. Enfin, vous savez ce que font des banques quand elles mettent vos données sur le cloud. Donc je pense que là, on a vraiment des éléments pour être dans le jeu. Et j'espère qu'on va y arriver. Merci. La question de la commande publique, d'une certaine façon, ça clash aussi avec la question des finances publiques, et on le sait bien, surtout dans un cycle électoral. Ça pose des questions compliquées, des choix à faire. C'est pour ça qu'on a besoin du safe asset, c'est pour ça qu'on a besoin de ce que nous dit Draghi, c'est pour ça qu'on a besoin de la capacité d'emprunt commun. On parle beaucoup d'emprunt commun européen et de marché unique, donc on parle Union européenne. Mais quand on parle de stratégie autonomique européenne, est-ce qu'on parle justement que UE? Est-ce qu'on parle UE et UK?
EU, UK et les Balkans, où ça s'élargit. Et ça rejoint un peu la vision qu'on a eue par Mark Carney à Davos en début d'année, des middle powers, de ces puissances moyennes, et l'union que ces puissances moyennes doivent faire pour pouvoir s'opposer aux géants chinois et américains. Est-ce que vous croyez que les politiques européens et peut-être les chefs d'entreprise européens se positionnent éventuellement dans ce prisme-là? There is a perspective, but Oui, ils ont une perspective, certes, mais certaines perspectives prennent beaucoup de temps avant de se concrétiser. En effet, Charlotte, comme vous l'avez dit, ce qui est absolument nécessaire, c'est que cette intégration sur le plan géographique, politique, elle doit être bien faite. On a connu le Brexit. Ça, c'est quelque chose. Peut-être qu'on devrait envisager d'inverser la tendance parce que les changements climatiques frappent bien le Royaume-Uni. Et le Brexit, ça a été voté sur la base de données faussées et ceux qui ont voté pour le Brexit maintenant en souffrent beaucoup. On sait que le Brexit maintenant c'est fait pour servir les intérêts des superpuissances parce que c'est une... Alors, on veut que l'Union européenne soit un partenaire solide, mais pas vraiment fort. C'est ce que veulent les superpuissances qui ne sont pas l'Union européenne. Et donc ça a mis à mal nos fondations. Donc en réfléchissant de la sorte, les politiciens européens devraient en tout cas adopter cette perspective. Quand on parle de stratégie, en général, quand on parle d'Europe, on parle beaucoup d'Europe occidentale. On a tendance à un peu oublier l'Europe de l'Est, trop souvent. Mais comme on l'a dit ici, l'autonomie, ce n'est pas qu'une question de défense ni de tech. C'est aussi une question d'infrastructure, c'est aussi une question de mobilité, bien sûr d'énergie aussi, on l'a dit. C'est une capacité à pouvoir redistribuer les chaînes d'approvisionnement à proximité. Et là, l'Europe de l'Est peut faire sa part de façon importante. On l'a bien constaté avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Pologne a beaucoup fait. La République tchèque aussi a déployé beaucoup d'efforts pour fournir des éléments logistiques à l'Ukraine. Toute la partie orientale de l'Europe se réorganise pour approvisionner en gaz. Nous avons maintenant de nouveaux couloirs qui sont construits, qui passent par la Grèce et l'Ukraine, de nouvelles capacités qui sont mises en place en Roumanie. On a des éléments stratégiques, par exemple en Serbie, il y a des minerais de lithium. L'Europe pourrait satisfaire 90% de ses besoins grâce à ce qui se trouve dans les Balkans occidentaux. Et bien entendu, n'oublions pas non plus les couloirs de transport qui peuvent être établis, qui peuvent traverser les pays baltes, les pays des Balkans. On avait un port de cuivre stratégique en Slovénie. Tout ce qui se trouve à l'extrême-orient et au niveau de la Méditerranée traverse ce port et passe ensuite en Europe. Et ça, ce sont des points stratégiques qui devraient s'inscrire dans le cadre d'une stratégie sur le long terme pour notre indépendance géographique. Pour conclure, la chose qu'il faut vraiment faire, c'est d'achever le processus d'élargissement. Il est impensable de savoir que cela fait plus de 20 ans qu'il est en cours et que nous n'avons toujours pas inclus les pays des Balkans de l'Ouest. Ils sont dans une salle d'attente, la Macédoine du Nord, la Serbie depuis de nombreuses années. Et il est tout simplement logique d'intégrer ces deux espaces politiques géopolitiques, parce que si l'Europe ne va pas investir dans ces espaces-là, quelqu'un d'autre va investir ces espaces-là. Et c'est déjà en train d'être fait par les États-Unis, par la Chine et d'autres puissances, la Russie également, bien sûr. Pour moi, c'est une priorité politique de l'Union européenne. Et on parle beaucoup de ce que les gouvernements ou Bruxelles peuvent faire pour aider et supporter cette stratégie autonomie. Et finalement, on voit aussi qu'au niveau des entreprises, au niveau des acteurs économiques, ils cherchent eux-mêmes à construire une résilience. Ils ont subi les chocs les uns après les autres. Et finalement, le bon sens fait qu'il y a une diversification et ils cherchent à construire ces résiliences en interne. Est-ce qu'on peut attendre aussi que le privé
le secteur privé participe à construire cette souveraineté économique. Oui, c'est quelque chose qui a basculé en 3 ans. Le sujet de la résilience, de l'autonomie stratégique, en particulier dans le domaine du numérique, était un sujet qui n'était pas sur la table. Et une succession d'événements a tout à coup fait prendre conscience au milieu économique du fait que cette situation était extrêmement dommageable et risquée. Et ce qui est très positif, c'est que les entreprises ont commencé à se mettre en mouvement très rapidement. Et je voudrais donner 2 exemples. Vis-à-vis du sujet des dépendances, on est enfin sorti de l'imprécation souveraineté d'un côté, qui pourrait s'avérer contradictoire avec la compétitivité à court terme de nos entreprises. Il n'est pas question de se passer des hyperscalers américains, il n'est pas question de se passer des modèles d'intelligence artificielle qui viennent outre-Atlantique, parce que sinon on condamne nos entreprises. Mais à côté de ça, il faut progressivement gérer, diminuer ces dépendances et créer les conditions pour faire émerger des champions européens. Ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'on appelle gérer les dépendances. Et enfin, on est passé dans une action pragmatique qui consiste à entreprendre la gestion de ces dépendances en les cartographiant, en identifiant quels sont les enjeux critiques et en utilisant des solutions de double sourcing, en utilisant des solutions open source, en progressivement faisant appel aux alternatives européennes qui émergent. Et donc, on est dans un cercle vertueux. Donc, il y a quelque chose qui se passe, et je voudrais donner un deuxième exemple. Ce qui se passe en France avec Mistral AI est très intéressant. Toutes les entreprises se mobilisent, et en particulier les plus grandes d'entre elles, pour permettre à Mistral AI de se développer. Et c'est quelque chose qui, il y a 3 ans, ne s'est pas passé pour les acteurs du cloud. Personne ne s'est mobilisé à l'échelle pour faire émerger OVH, Scaleway, Schwartz. Donc il y a un changement dans le monde économique qui permet de créer les conditions. Et je voudrais rebondir par rapport à ce que vous disiez sur l'initiative cloud souverain. Je pense que c'est positif. Mais ce dont a le plus besoin l'Europe pour développer des champions, c'est de supprimer les freins. Et donc, finalement, on a besoin pas tant d'initiatives publiques pour créer des champions. On a avant tout besoin de supprimer les freins, d'approfondir le marché unique, de permettre qu'il y ait effectivement des financements en Europe. On a besoin que le logiciel réglementaire en Europe commence à mieux équilibrer ces considérations entre la protection du consommateur et le fait de faire émerger des politiques industrielles. C'est ça qui est le plus critique pour arriver à faire émerger des champions européens. Donc, finalement, très bien, prenons nos initiatives positives, mais avant tout, supprimons les freins. Il y a, à mon avis, un impact qui est beaucoup plus important. Et Pervenche, vu que c'est vous qui faites la pluie et le beau temps dans le domaine, je compte sur vous pour remuer tout ça et qu'on parte dans le bon sens. Je remercie... Et ne vous défilez pas. Je remercie Pascal Imbert de la pression. Heureusement, j'ai plus aucune responsabilité, donc je ne peux rien faire. Mais ça ne m'empêche pas de penser et d'essayer de contribuer à ce débat public qui est un bien absolument essentiel, et de le faire comme Européens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de le faire comme des démocrates, leaders, au sens français du terme, donc européen des termes, des démocrates soucieux de la planète. Et ça, honnêtement, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Ou disons que nous sommes au cœur d'un ensemble d'États qui ont pris conscience que c'était un bien commun essentiel qu'il fallait défendre ensemble. Et notre meilleur avocat, évidemment, il s'appelle McCartney. Et quand McCartney propose cette alliance des démocrates, c'est pourquoi? C'est aussi parce que avec la Chine, on a un débat musclé, on peut le dire. Mais en même temps, si nous sommes assez forts, nous, dans notre alliance, pour réussir ce rebond, ce pari qui est le nôtre, celui que nous devons faire, eh bien, nous pouvons avoir un dialogue utile, fructueux, y compris avec les Chinois, dont nous avons besoin pour relever le défi du développement durable. Et d'une certaine manière, je trouve que l'Europe, sur le sujet du cloud, eh bien, nous sommes dans cette situation où l'Afrique,
était au moment de l'arrivée du téléphone portable. Le téléphone fixe, il n'y en avait quasiment pas. Ou les lignes, ça mettait, vous mettiez, comme quand j'étais enfant, vous mettiez 1 an à avoir une ligne. Et quand le GSM est arrivé, c'est parti. Et nous avons un espace pour inventer un cloud durable et un cloud qui soit en harmonie avec nos valeurs. Donc il y a un espace pour nous. Et moi, je me réjouis que la Commission européenne, le 3 juin, quand on a préparé cette séance, je vous ai dit peut-être que le cloud, c'est plus à la mode parce que ça fait 3 ans que j'en parle. Et maintenant, il y a une proposition de la Commission qui est sur la table. Et cette proposition, elle dit quoi? Elle dit que dans les domaines critiques, il faut regarder quelle est la souveraineté européenne sur la transparence des logiciels, sur la nature des approvisionnements, etc. Je dis une chose dans ce domaine. Il faut que les acteurs des marchés financiers regardent ça de près. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est entre les mains des ingénieurs. Nous les aimons beaucoup, nous en avons besoin. Mais s'ils ne parlent pas au monde de la finance, on refera les mêmes erreurs que l'on a fait quand on a parlé des quotas d'émissions de CO2, des ETS ou de l'IA Act, qui sont des environnements qui ont été pensés en dehors du monde de la finance, qui a ses spécificités. Donc il faut faire une alliance stratégique pour réussir la mise en œuvre de ce nouveau projet européen qui, à mon avis, va tout à fait dans la bonne direction, qui est l'idée d'un développement d'un cloud européen. Merci. Je vous donne 20 secondes, parce qu'on est à la toute fin de notre session. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Dans le domaine du numérique, il n'est pas trop tard. Parce que le numérique, c'est un domaine qui est accéléré avec une innovation à un rythme accéléré. Et cette innovation, elle offre des points d'entrée pour recréer des champions. Tout le monde a l'impression que ce sont les mêmes aujourd'hui qui dominent le secteur de l'IA qu'hier. Ce n'est pas vrai. OpenAI et Anthropic n'existaient pas il y a 5 ans. Donc il y a des points d'entrée. Et le prochain point d'entrée, je pense qu'il existe toujours dans le domaine de l'IA et des futurs développements de l'IA. Et il y en a un qui est l'éléphant au milieu de la pièce, qui est le quantique. Ouais. Et donc ne loupons pas cette opportunité. Merci. On a entendu de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, que les économies européennes sont de plus en plus résilientes au choc. Donc, un travail a été fait, il y a eu du progrès, même s'il y a encore beaucoup sur la table. On va prendre des questions. S'il y a des questions dans l'Assemblée, on est à la toute fin de notre session. On a 3 minutes. Bonjour. Vous avez parlé de marché des capitaux, l'union des marchés des capitaux. Moi, je n'ai pas de problème pour faire investir mes clients sur l'Europe, dans tous les pays européens, que ce soit l'Italie, l'Espagne. Je pense que le marché des capitaux, c'est une tarte à la crème. Et il faudrait plutôt, pour dynamiser et trouver créer des fonds d'investissement pour pouvoir développer dans les secteurs dont vous venez de parler et supprimer les normes. Et les normes, je me bats tous les jours contre les normes parce que moi, dans mon métier, j'ai aussi des normes AMF. Je ne comprends même pas ce qu'ils disent et je crois qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent eux. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que si les capitaux vont aux États-Unis, c'est parce que la rentabilité est assurée et elle est beaucoup plus rapide. D'ailleurs, un tiers de nos ingénieurs partent aux États-Unis et la moitié des entreprises israéliennes qui sont des start-up. Et donc votre question, monsieur? Donc ma question, quand est-ce que vous allez commencer à déréglementer et à enlever toutes les normes qui empêchent les entrepreneurs français de travailler? Il n'y a personne du gouvernement ici, donc on ne va pas répondre à ça directement. Chaud? Réponse très rapide. Le travail sur ce que vous proposez d'avoir des vrais fonds d'investissement européens, ça suppose quand même de faire cette branche d'intégration dont j'ai parlé. Et sur la question de la simplification, c'est un travail que chacun doit faire. Il faut le faire au niveau européen et au niveau national. Mais plus vous avez des règles européennes bien intégrées, moins vous avez besoin de déclinaison nationale. Mais bien sûr, je crois qu'on peut se parler en bilatéral après la conférence si vous le voulez, puisque visiblement, vous avez l'air d'avoir encore des choses à dire. Just very short. I'm not in a
Très brièvement, moi je ne suis pas au gouvernement français, mais j'ai été dans un autre gouvernement. Je sais que la déréglementation en soi, ce n'est pas une réponse, parce que les grandes crises éclatées, la crise aux États-Unis il y a quelques années, en 2008, et qui a duré en Europe, c'était une conséquence directe de la déréglementation. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une réglementation intelligente et d'une simplification des réglementations déjà adoptées. Malheureusement, on n'a plus le temps pour les questions. On va aller vers une courte conclusion par Lionel, s'il vous plaît. Merci. Donc une conclusion en 9 secondes avec 2 timekeepers qui agitent des pancartes depuis 1 minute. Mais j'ai l'habitude depuis 20 ans ici. Donc la question, au fond, ça s'est transformé en l'Europe est-elle encore dans la course ? Le premier sujet qu'on a évoqué, c'est qu'est-ce qu'on appelle Europe, hein, quel est le périmètre de l'Europe ? Est-ce qu'on doit intégrer dans cette problématique nos amis anglais, nos amis suisses, les pays de l'élargissement et puis les puissances dites moyennes avec lesquelles on a signé des accords au niveau européen. Je pense au Canada, à la Corée, au Japon, etc. La réponse est probablement dans la question. Le deuxième point, c'est de dire que le sujet essentiel aujourd'hui en termes d'autonomie, c'est probablement le numérique et le cloud. On en a beaucoup parlé. J'aurais aimé qu'on parle un peu plus de l'économie verte, mais c'est pour l'année prochaine peut-être. Donc la question qui s'est posée, c'est comment on fait quand on est déjà en retard. Et là, je vais juste faire un parallèle historique qui n'est pas le téléphone en Afrique, mais qui vaut aussi sur la possibilité d'un leapfrogging, c'est-à-dire donc de sauter au-dessus de ceux qui sont déjà là. Eh bien, c'est en fait la situation de l'Europe après-guerre, au moment de la reconstruction, où on était à des années-lumière en matière de productivité des États-Unis, et le rattrapage qu'on a su faire en mobilisant l'Europe dans toutes ses dimensions a permis des décennies de croissance formidables et donc des rattrapages en termes de productivité qui se sont aujourd'hui arrêtés. Mais on est peut-être à la veille de la possibilité de tirer parti de notre retard. C'est comme quand vous avez 12 sur 20 à l'examen, eh bien vous dites que c'est peut-être possible d'avoir 13, puis 14, puis 15. Vos enfants font ça, j'espère. Donc c'est la possibilité de rattraper. Juste un mot pour finir. On a beaucoup parlé du rapport Letta, pour ne pas parler juste du rapport Draghi. Donc c'est cette question du marché unique et qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien maintenant, si je réunis les 2 sujets qu'on a évoqués, les perspectives ouvertes par le marché unique et ce qu'on appelle de ce gros mot le découplage relatif par rapport à la Chine, la Russie, etc. Donc il se trouve qu'on a fait les calculs avec mon collègue Yoto Yotov. Et donc ce qu'on a montré dans un travail pour la Commission européenne, c'est que si on faisait aujourd'hui 1/3 du chemin en plus par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'ici en Europe, eh bien ça suffirait à payer le coût, qui est certain, le coût d'une plus grande autonomie stratégique. Donc l'autonomie stratégique, et ça sera le mot de la fin, sans l'intégration européenne, ça n'est pas possible, sans un surplus d'intégration européenne. Donc on ne le fera bien qu'en allant plus loin dans l'intégration européenne. Et je pense que c'est délivrer un message d'espoir quand vous réunissez les 2 points que j'ai dit, marché intérieur et puis cette perspective de rattraper notre retard. Merci à toutes et tous. Merci. Donc résultat encourageant, peut mieux faire. Lionel Fontagné, merci beaucoup. Pascal Imbert, Katharina Cresal et Pervenche Berès, merci beaucoup.